Blaise, merci d'avoir accepté cette interview dans ce bel hôtel parisien. Paris, la ville où vous êtes né, et une ville que vous appréciez. Vous êtes né où exactement? Alors, je suis né rue de Marignan, dans ce qui s'appelle aujourd'hui la clinique des Champs-Élysées. Ok. C'est-à-dire que de mon temps, c'était une maternité, maintenant c'est une clinique qui fait des nichons. Je pense qu'ils ont dû s'arrêter, ils ont dit quand Ménès est né, il n'y aura pas de mieux, on va s'arrêter là. Alors avant l'émission 100% foot co-animée avec Estelle Denis, avant votre voix dans le jeu FIFA, avant le Canal Football Club et j'en passe, comment commence votre carrière de journaliste? Est-ce que vous vous lancez directement dans le sport? Enfin, dans le foot plus précisément? Oui, en fait, j'ai commencé en étant pigiste à l'équipe. Quand je dis pigiste, c'est un bien long mot. Hein. J'avais un petit travail le dimanche en fin de matinée, début d'après-midi, où je corrigeais les fautes d'orthographe sur les échos du football amateur. Dans mon ascension, j'ai pas eu que des amis, j'ai eu pas mal de gens, enfin surtout une personne qui m'a pourri la vie pendant quelques années. Mais voilà. Et aujourd'hui, quand je vois ce que je suis devenu, j'ai toujours une petite pensée, pas affectueuse, mais une petite pensée pour lui, en disant « T'as voulu me niquer, aujourd'hui t'es plus rien, et moi je suis ce que je suis. » C'est votre répondant qui vous fait sortir du lot. D'où vient ce franc-parler? De ma grand-mère maternelle, qui disait à son Jean-Paul, tu m'emmerdes, alors qu'elle l'adorait. Hein. Avoir du répondant, c'est voilà, être capable de sortir des vacheries aux gens que tu aimes. J'ai du répondant. C'est pas facile de me la fermer, mais tu peux essayer. Est-ce que un moment dans votre carrière, ça vous a porté préjudice, ce franc-parler? Non, ce qui m'aurait porté préjudice, c'est de le perdre. Ce qui a été mon angoisse quand je suis revenu à ma greffe. J'avais pas la niaque, quoi. Ça m'a tué, cette greffe. Je ne suis plus moi-même. Et puis c'est revenu. Hein. Comme je dis souvent, je suis redevenu aussi con qu'avant. Avec une telle notoriété, vous êtes très exposé sur les réseaux sociaux. Et récemment, vous êtes fait vacciner contre la Covid-19 et vous avez subi un déferlement de haine sur les réseaux sociaux. J'ai connu pire. Hein. Et puis moi, j'ai pas fait ça pour les haters, j'ai fait ça pour justement inciter les gens à se faire vacciner. À valeur d'exemple, je savais très bien qu'en postant ça, il y aurait les anti-vax, les complotistes, puis les jaloux qui me tomberaient dessus. Mais dans ce cas-là, je ne ferais plus rien. Comment on gère ces commentaires et comment on gère cette notoriété? C'est pas pareil, parce que gérer les commentaires, c'est les réseaux sociaux. Il faut arrêter de croire que les réseaux sociaux, c'est la vie. Oui, déjà, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents, tu vois. Quand je me fais attaquer sur Instagram, allez, 9 personnes sur 10 qui m'attaquent sur Instagram sont mineurs. En général, je leur dis que je porte plainte, ce qui m'arrive d'ailleurs parfois. Ils disent « Ah non, mes parents vont me déglinguer. » Je dis « Il fallait penser avant, papa. » À Twitter, on le sait, c'est un déferlement de haine et de médiocrité. Mais c'est aussi un réseau social qui est à la pointe de l'information, pas forcément la bonne, mais à la pointe de l'information. Moi, je ne serais pas médiatisé, je ne serais pas sur Twitter, vraiment pas. Oui, parce que vous êtes suivi par 2,5 millions de personnes sur Twitter, voilà. C'est pas rien. Ces gens-là, ils ne suivent pas moi, ils suivent la personne que je suis à la télé. Alors que je fais une utilisation plus privée d'Instagram et encore plus privée de Facebook. Mon dernier Pierrot Facecam, les gens ont l'impression qu'ils ont besoin de mon avis sur tous les sujets. Parfois, on me reproche de ne pas m'exprimer. D'abord, j'ai pas un avis sur tout, contrairement à la réputation que je peux avoir. Et puis, il y a des sujets sur lesquels j'ai pas envie de m'exprimer. Par exemple, il faudrait que je rende hommage à tous les gens qui clament. On vous fait des réflexions quand vous ne rendez pas hommage Ouais, il me dit, ah ouais, mais machin est mort, tu lui as pas rendu hommage. Je le connaissais pas, j'avais pas d'affinité avec lui, peut-être que je l'aimais pas. Puis quand c'est quelqu'un que j'aime qui parle, j'en fais des... Mais même ça, on est capable de me le reprocher. Tu sais, j'ai une aptitude au mépris assez insoupçonnable. Donc, ça passe, quoi. C'est une histoire qui fait écho à celle de votre livre, puisque vous avez été vous avez été victime d'une cirrhose NASH, donc non alcoolique, et vous avez subi une double greffe du foie et du rein. On vous a accusé d'être un patient VIP. Oui, ça et le prix de mon livre, c'est les deux choses qui m'exaspèrent le plus. Et puis alors, un traitement VIP, c'est totalement méconnaître le mode de fonctionnement des greffes en France. On est inscrit sur une liste qui s'appelle Cristal. Plus ton état se dégrade, plus tu passes prioritaire. J'étais numéro 1 en Ile-de-France. Et d'ailleurs, les médecins m'avaient dit ne coupez plus vos téléphones parce qu'il y a beaucoup de morts au 1er novembre. Encore aujourd'hui, quand je me couche, je ne coupe pas mon téléphone. Ça fait 4 ans, je ne coupe plus mon téléphone. Donc à partir du 22, j'étais premier et j'ai été greffé 1 mois et demi après, le 12 décembre, à 3 jours de la mort. Si j'avais eu un traitement VIP, je m'en serais infiniment mieux remis. Parce que moi, je suis resté 5 mois sans marcher, 3 mois avant, 2 mois après. Enfin, 2 mois et demi avant, 2 mois et demi après. J'avais plus de muscles, mon foie ne fonctionnait plus, je fixais plus aucune protéine. J'avais la peau sur les os au niveau des membres. Comment on vit après avoir frôlé la mort? Est-ce qu'on peut dire que vous avez frôlé la mort? Quand je suis monté au bloc, les médecins étaient très inquiets. En fait, il y en avait qui avaient peur que je sois inopérable. Et c'est vrai que je m'en suis remis super bien, parce que le professeur Durand, qui est le chef des pathologies à Beaujon, il m'a dit
dit, vous savez que les gens de plus de 50 ans, j'ai été greffé à 53 ans, les gens de plus de 50 ans qui sont greffés, normalement, ils ne travaillent plus. J'ai jamais eu autant de boulot. Mélissa, votre compagne a été énormément présente pour vous durant cette période. Dans la maladie, est-ce que vous avez été surpris par le changement de comportement de certaines personnes? Une, t'es comme mon frère. Et du jour où j'ai été greffé, j'ai jamais eu plus de nouvelles. Quand j'ai eu le Covid et que j'ai été de nouveau hospitalisé, je me suis dit, bah, tiens, il a une deuxième chance, il n'a pas daigné reprendre des nouvelles. C'est la seule personne qui m'a déçu. En général, vous avez été bien soutenu pendant cette période? J'ai été soutenu de façon incroyable. Bon, évidemment, j'avais disparu de l'antenne depuis à ce moment-là 4 mois et tout le monde pensait que j'avais un cancer. Les gens ne pouvaient pas estimer que j'avais une cirrhose Nash, les gens ne savaient pas ce que c'était et ils ne savent d'ailleurs toujours pas ce que c'est, mis à part que c'est la maladie qu'a eu Pierre Ménès, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Quand j'ai posté ça, 2 millions de vues, j'ai eu avoir 28 000 messages, que de l'amour quoi. Je les ai tous lus, hein, tu sais, quand t'es à l'hôpital, t'as que ça à foutre de lire les messages. Ouais, puis même les preuves d'affection du milieu du foot, du milieu de la télé, de gens avec qui j'ai pas spécialement de rapport, comme Michel Delisot ou Patrick Poivre d'Arvor, tu vois, qui t'envoient des messages, ouais, ça fait chaud. Et c'est Thiago Motta aussi qui vous a impressionné? Vous avez été étonné par son comportement? Ouais, et quelques mois avant, on me dit tu vas aller faire une interview de Thiago Motta à l'hôtel Molitor. On l'a fait, et puis il a appris que j'étais tombé malade, il a appelé la prod du Canal Football Club. Il a demandé mon numéro et il a commencé à m'envoyer des messages dans un état assez lamentable sur les photos. Il y avait une telle émotion, c'est ce mec quand il est venu quelques mois après au Canal Football Club et que j'ai terminé l'émission en le remerciant, il avait les yeux pleins de larmes, moi aussi. Je l'aime, et faire un parallèle avec Mélissa, il y a l'amour et il y a la reconnaissance, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire Mélissa, elle a 25 ans de moins que moi, elle a abandonné sa vie quand je suis tombé malade. On emmenait en dialyse jusqu'au dernier mois où c'était plus possible. Elle m'a fait don d'elle, quoi. Donc ça, tu peux pas oublier. Je ne peux pas dire que je l'aime plus qu'avant, parce que c'est un peu dur, mais il y a ça en plus, quoi, tu vois. Il y a ça en plus. Il y a la reconnaissance. Et si un jour on traverse une tempête, je ne pourrais pas oublier ce qu'elle a fait pour moi. C'est un lien c'est un lien différent de l'amour, c'est un lien de plus. C'est un truc qui renforce encore plus. Vous dites j'ai réussi à vaincre la maladie. Quand je suis revenu, j'étais pas. J'aurais pu attendre un mois de plus, honnêtement. C'était essentiel, c'était vital? Ouais, c'était vital. Pas pour passer à la télé, je m'en fous. Pour redevenir moi-même, réexister à nouveau et faire ce que Hervé, c'est comme ça qu'Hervé m'a présenté sur là, faire que je redevienne celui que j'aurais jamais dû cesser d'être, un mec qui parle de foot. Votre maladie, vous avez beaucoup écrit. Vous avez écrit un scénario. C'était fini bien avant que je tombe malade. Et j'en avais un autre que je devais finir. Et j'ai attendu d'être guéri pour m'y remettre. Vous avez prévu de faire quoi après le Canal Football Club? Vous pensez au futur que vous allez faire après la télé? Pourquoi je suis trop vieux pour que j'arrête? Vous voulez écrire d'autres scénarios? Ce que je voudrais bien, c'est que les scénarios que j'écrive prennent forme. Là, j'ai un autre projet sur les femmes de joueurs de foot, mais que je n'ai pas écrit encore. Donc, je trouvais des financements pour écrire, parce que je ne travaille pas gratos. J'en ai deux, là, au feu. Alors, un qui date d'il y a 9 ans. Donc, on est en train d'essayer d'établir le casting pour le proposer à des chaînes. En ce moment, il vaut mieux faire des téléfilms que des films, vu que les cinémas sont fermés. J'en ai un autre qui est fini, terminé, sur le monde de la télé, mais bon, comme le film de Denisot a totalement planté sur le même sujet, c'est difficile de le financer. Et puis on verra quand j'arrêterai. J'espère que j'aurai suffisamment d'argent pour buer un peu, ce qui reste quand même mon grand point fort. C'est une envie qui reste dans le coin de votre tête, d'écrire d'autres scénarios, parce que vous aimez Oui, écrire. peut-être, ouais. J'aime plus écrire des scénarios que des livres, c'est rigolo. Il en sort un en mai prochain. Il va parler de quoi ce livre? Mes amours de sport. En fait, ce livre, c'est les critiques que j'ai reçues qui m'ont donné l'idée de le faire. C'est-à-dire qu'on me dit toujours, ouais, de toute façon, toi t'es pas objectif, tu dis du bien de tes copains. Donc j'ai dit, si c'est comme ça, je vais vous faire un livre où je vais raconter mes amitiés dans le sport. D'accord. Début du mois de mai? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais. Quel conseil vous donneriez à une personne qui souhaite devenir journaliste? Bah, tu sais, ça m'a toujours fait rire parce qu'on me demande de venir faire des conférences dans des écoles de journalisme, alors que j'ai jamais fait d'école de journalisme. Moi, j'ai tout appris sur le tas. Je ne sais pas si c'est encore possible de devenir journaliste en s'inspirant de ma trajectoire. Donc, quand j'ai commencé, c'était il y a 35 ans, il n'y avait pas beaucoup de place. Hein. Tout l'audiovisuel était verrouillé par des vieux barbons, ce que je ne veux d'ailleurs surtout pas devenir. En tout cas, si je le deviens, je veux être généreux avec la nouvelle génération et l'aider, la booster. Qu'elle me foute un coup de pied au cul quand elle sera prête. Moi, le conseil, alors le milieu du journalisme a quand même beaucoup évolué. Tu as beaucoup de façons de t'exprimer que je n'avais pas, moi. Les réseaux sociaux, les blogs, les chaînes YouTube, qui est
capable de faire ça aujourd'hui et de percer. Donc quelque part, c'est presque plus facile aujourd'hui que de mon temps. Moi, si je m'inspire de moi, évidemment, je dirais que le plus important, c'est d'avoir une forte personnalité. De se démarquer des autres? De se démarquer des autres en ayant un avis fort, avoir de la personnalité. Je ne suis pas interdit d'avoir de l'humour, pas trop parce que ça a commencé à me faire concurrence. Il faut être patient et déterminé, ce qui n'est pas forcément compatible. Mais, Pourquoi patient? Moi, j'ai mis 9 ans à être embauché à l'équipe. On a essayé de me tuer et on n'y est pas arrivé. Moi, dans la vie, je suis un warrior. J'ai prouvé à tout le monde avec ma maladie, mais je l'étais avant déjà. Je suis arrivé à la télé sans jamais être le gros de service, sauf dans l'esprit des malfaisants, mais ça, je m'en fous. Quand j'ai commencé à la télé, j'étais infiniment plus gros que je le suis aujourd'hui, quand même au minimum 40 ou 45 kilos de plus. Moi, ce qui a été très dur pour moi, c'est mon parcours à l'équipe. Une fois que je suis parti de l'équipe, ça a été un chemin de rose. En juillet 2015, j'ai commencé 100% foot pendant 4 ans. Avec Estelle Denis? Voilà. 4 ans plus tard, Canal+ est venu me chercher. Et 10 ans plus tard, je suis toujours à Canal+. Et moi, quoi qu'il arrive, je serai à Canal+ jusqu'au bout. Je n'irai jamais ailleurs. Mais j'ai eu l'occasion de partir. Cette chaîne a tellement été exceptionnelle avec moi pendant ma maladie. Elle m'a tendu la main alors que j'étais en train de mourir. Ça, tu peux pas oublier. Tu peux pas oublier ça. Je suis d'une fidélité à ma chaîne sans faille. Merci Pierre.